Très bien. Merci d'avoir barré le froid pour venir jusqu'ici. Donc je vous propose un sujet qui va pas parler à 100% de JavaScript, mais qui va quand même avoir un petit lien avec le monde du web quand même. HTML5 et la sécurité, de nouvelles préoccupations. Le but c'est de voir un petit peu tout ce qui peut exister comme petites failles intéressantes et puis des astuces qui ont été exploitées par des personnes mal ou bien intentionnées et de voir quelles pistes, quelles solutions peuvent être proposées. Pas forcément en détail toutes les solutions possibles, mais voir quels sont les types de solutions qui existent ensuite pour ça. Alors la première étape en général c'est de reconnaître son ennemi, un hacker. Alors en général on connaît bien le personnage. Voilà, c'est ce qu'on nous présente partout dans les médias. Il y a toujours cette image là. Donc l'élément principal en général c'est le masque. Maintenant c'est vrai qu'on entend moins parler d'Anonymous, mais ça reste quand même un grand symbole. Alors on va jouer ensemble. Est-ce que vous savez reconnaître quelqu'un de dangereux sur le web? Si je vous montre comme ça, je fais une proposition. À votre avis? Dangereux, pas dangereux? Pas dangereux, d'accord, ça va. C'est l'échauffement. À votre avis, c'est dangereux ou pas dangereux? Ah ouais. Dangereux, très dangereux. Parce que c'est quelqu'un qui va accepter toutes les demandes malhonnêtes qui va lui arriver, et ensuite vous allez passer plusieurs heures à résoudre tous les problèmes. Voilà. Très bien. Pas dangereux. Ça va. Et lui? Très dangereux. Parce qu'il n'a aucune conscience de ce qu'il fait. Il se préoccupe pas des risques, il pense qu'il est le meilleur, donc du coup, pas de problème. Il dit qu'il a un gros bouton nucléaire. En 3 tweets, il peut déclencher une guerre. Donc voilà, très dangereux. Et donc justement, le problème, c'est que c'est parfois ce qui va dessiner un petit peu de l'avenir du monde. Donc vous imaginez une faille qui va être destinée à Trump, et qui va être exploitée, qui va permettre d'accéder à ses ressources à lui. Ça va être un petit peu délicat. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour tout ça? Première des choses, déjà, on va passer en mode dark. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre notre console, et puis on va la passer... je ne sais pas si vous saviez qu'on pouvait le faire. Enfin, voilà. D'en faire Fox de base. Voilà. Ça, c'est bon. On est bon. Très bien. Alors, rentrons un petit peu. Donc, je vous propose de parler de la sécurité du point de vue de l'intégrateur développeur web, front-end, donc pas vraiment côté serveur, tout ce qu'on peut faire avec HTML5 aujourd'hui. Ce qui se distingue du coup du côté back-end, puisque le côté back-end, on connaît depuis assez longtemps, c'est toutes les failles dans les langages assez classiques, type PHP, Java ou autre. Enfin, je dis pas que PHP et Java ont des failles, mais voilà, je sais pas de quelle religion vous êtes. Mais en général, c'est assez facile à résoudre, facile entre guillemets, parce qu'on peut patcher immédiatement le serveur, et puis c'est résolu. Si une faille est diagnostiquée côté front-end dans le navigateur, c'est un peu plus délicat, parce qu'il faut que tout le monde se coordonne pour patcher la chose. En plus, il y a plein de plateformes différentes qui existent, donc vous ne contrôlez pas tout. Alors avant aussi, il y avait quelque chose qui était assez pratique. Quand je dis avant, c'est qu'on a commencé à faire du web il y a 10-15 ans, c'est que le web était très statique. C'était assez difficile de trouver des failles du côté du navigateur, puisqu'on pouvait faire assez peu de choses finalement. À part des choses méchantes comme des cookies, des pop-up, des choses comme ça. Mais voilà, on n'allait pas non plus très loin. Ensuite, il y a eu pas mal de choses qui sont venues, comme par exemple le plugin Flash, qui encore à l'heure actuelle est assez délicat, même s'il commence à mourir tout doucement. Voilà, et puis donc il y a des failles régulièrement aussi dans les extensions Adobe, type Adobe PDF. Sauf que maintenant, on a des API qui sont très évoluées, et donc qui dit API évoluée, ça dit accès au matériel, accès aux ressources de l'utilisateur, et dès qu'on a accès à ça, on peut trouver des failles potentielles de sécurité. Voilà. En plus, on a beaucoup plus d'utilisateurs qui sont expérimentés, par rapport à il y a 15 ans, où il y avait surtout des power users qui étaient déjà formés à l'utilisation en général d'un ordinateur. Il y a beaucoup plus d'intérêt économique. Quand vous trouvez une faille de sécurité, vous pouvez facilement faire du phishing par exemple avec des cartes bancaires ou miner du bitcoin, je sais pas, il y a plein de choses possibles. Et il y a surtout aussi beaucoup de pratiques à risque.
Par exemple, vous compromettez un fichier sur un CDN, un serveur qui dessert plein de sites différents, et vous visez une population absolument énorme. Donc du coup, c'est un petit peu délicat. Voilà. D'autant plus que le web est utilisé pour des applications aussi qui sont hybrides ou natives. Par exemple, Netflix, ça vous affiche des pages web, même si on n'a pas l'air comme ça. Donc on peut facilement injecter des choses dedans, si on a accès bien sûr aux ressources. Voilà. Alors du coup, quels sont les risques? Les risques, c'est déjà l'interception de données. C'est-à-dire ce qu'on fait depuis assez longtemps maintenant, hein, c'est voler justement le numéro de la carte bancaire pour pouvoir acheter des choses. Voilà. En plus, les données privées, ça se vend hein, sur les marchés un peu dark comme ça. Donc il y a régulièrement des types d'informations qui passent comme ça sur des objets connectés ou des jouets et qui exploitent à leur insu les données des utilisateurs. Ce qui est un petit peu gênant. Et en général, le mot de passe, c'est admin pour ce genre de choses, et les gens ne le changent pas. Voilà, comme pour les routeurs Wi-Fi. Ensuite, ce qu'on peut aussi faire, c'est utiliser un keylogger. Ça, c'est une technique qui n'est pas tout à fait récente, mais maintenant, dans des pages web, on peut très facilement injecter des codes JavaScript, et du coup, en quelques lignes, on peut récupérer tout ce que l'utilisateur va rentrer, parce que finalement, c'est très, très bidon à intercepter les touches, et ensuite les envoyer à intervalles réguliers à un serveur. Donc du coup, c'est très facile de récupérer tout ce qu'il entre, même s'il n'a pas validé le formulaire. On récupère ça avant. Et il y a quelques jours, il y a une astuce qui a été publiée là-dessus, on peut aussi le faire avec CSS. Voilà, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous rentrez dans l'input, ça modifie un sélecteur qui devient actif, et du coup ça précharge une image de fond. Donc ça fait une requête serveur, et on récupère la touche qui a été appuyée. Alors c'est assez limite parce que du coup, si vous avez des caractères un peu spéciaux dedans, ça ne fonctionne plus. Parce que là c'est prévu pour les lettres à peu près standards et les chiffres. Mais si vous étendez la panoplie ultime de tous les caractères Unicode, ça fait un petit peu beaucoup à prévoir. Mais bon, le principe est là. Il y a aussi une faille qui vise l'autofill, donc la fonctionnalité de remplissage automatique des formulaires. Ça fait un petit moment qu'elle existe. Et donc le problème c'est que en général, si j'arrive à déclencher la vidéo, voilà. On croit remplir un formulaire assez limité avec juste un nom et un email. Et en fait, ce qu'on remplit, c'est un formulaire caché, avec CSS par exemple, qui est positionné en dehors de la page et qui est rempli automatiquement par Chrome parce qu'il ne sait pas qu'en fait les champs sont cachés. Donc il est rempli quand même. Et vous validez le formulaire et vous ne savez pas que vous avez transmis d'autres informations que celles qui sont affichées. Voilà. Ça, on peut faire le test assez facilement et c'est ça ce qu'on récupère du côté serveur. Un petit peu gênant. Le phishing, ça c'est super courant. D'autant plus maintenant, toujours avec cette histoire de caractères spéciaux avec Unicode, on peut falsifier des lettres. Donc là, vous n'êtes pas réellement sur google.com. Bon, là, nous en tant qu'utilisateur expérimenté, on voit que c'est bidon, forcément, mais un utilisateur lambda, il ne verra pas grand chose. Il y a même des lettres qui sont encore plus proches que ça, avec juste des tout petits points au-dessus et en dessous. Donc si on ne fait pas vraiment attention, ça passe tout seul. Il y a aussi une lettre, si je peux pas intervenir, oui. que j'ai vu passer. En turc, il y a une lettre qui est un I sans point. Et quand on le met en majuscule, ça ressemble complètement à un N. Ouais. Et donc, à savoir. En effet, c'est délicat. On a l'appli Fullscreen qui permet de mettre un site en plein écran. Et donc là, on peut essayer de falsifier en fait l'interface utilisateur. On peut faire croire à l'utilisateur qu'il est toujours dans son navigateur ou alors qu'il est sur son OS favori. Alors nous, quand on connaît notre interface, ça va. Mais un utilisateur lambda peut très bien s'y méprendre. Donc c'est un principe qui a été démontré plusieurs fois avec Bank of America par exemple. C'est-à-dire que vous cliquez sur le lien et puis hop, vous croyez que vous êtes sur le site officiel, mais en fait non. C'est juste une image de fond. Voilà. Et en fait, voilà, là pour le coup, c'est un site qui vous dit que c'était bidon, mais ça aurait pu l'être. Très bien. On peut aussi jouer avec ce qu'on appelle la ligne de la mort, le line of death. C'est en fait la limite entre l'interface utilisateur du navigateur et puis la page. Normalement, tout ce qui est sur la page ne doit pas aller sortir de la page et puis rentrer en conflit visuel avec les menus, par exemple, natifs.
Et donc c'est quelque chose qu'on peut faire avec quelques petites astuces. Par exemple ici, vous voyez que en fait, le curseur peut sortir comme de la fenêtre. Vous allez me dire que ça ne va pas chercher très très loin, mais c'est quand même pas normal. Normalement, on ne devrait pas pouvoir faire ça. Voilà. Et on peut aussi aller s'en servir pour aller bidouiller ça. En fait, on vous affiche un pop-up faisant croire que c'est sécurisé. Mais en fait, non, c'est rien d'autre qu'un élément div avec une image dedans qui apparaît par-dessus la page. Parce qu'en fait, on a pu injecter un contenu par-dessus le sécurisé. C'est pas le sécurisé de Chrome, c'est une image par-dessus qui va ensuite déclencher un unclick en JavaScript et puis donc afficher un faux menu. Voilà. Ça, par contre, c'est un petit peu sensible. Il y a tout ce qui concerne la confidentialité de navigation. Alors ça, c'est une des premières choses qui a été limitée ou voire désactivée. C'est une fonction JavaScript qui permet de savoir quel est le style calculé d'un élément. Donc par exemple, de savoir quelle est la couleur d'un lien. Si vous savez que la couleur du lien est violet, tel qu'il a été défini par défaut dans le feuille de style, vous savez qu'il a été visité par l'utilisateur. Donc il allait aller voir ce site délicat. Donc en général, maintenant il y a des restrictions de sécurité, on ne peut plus le faire n'importe comment. Mais c'est pas totalement encore isolé en fait comme fonction. Comment est-ce qu'on peut exploiter cette faille-là? Parce que est-ce que vous pouvez donner un exemple parce que ça paraît un peu. Par exemple, j'ai mon site, je mets des liens vers d'autres sites, Facebook ou autres. Ah, faut mettre dans votre site, voilà. Dans votre page à vous, des liens vers d'autres pages. Voilà. Pour savoir si d'accord. Et je sais que l'utilisateur allait les voir. Okay, c'est bon. Par exemple. Ne serait-ce que pour savoir de quelle banque il est client, par exemple. On met une vingtaine de liens et on sait qu'il allait en visiter une. Vous avez le référent HTTP qui dévoile forcément la page précédente, ou alors la page depuis laquelle une ressource est appelée. Donc dès qu'on fait appel à un fichier JavaScript ou une fonte qui est stockée sur un autre site, on dévoile forcément le fait que le visiteur passe chez nous. Ce qui est le cas de, par exemple, Google Font. C'est-à-dire que dès qu'on en inclut sur une page, forcément Google Font, donc Google sait tout ce qui se passe en termes de navigation. Et en plus, en croisant les informations avec les adresses IP, c'est assez facile de tracer une personne. Voilà. En termes de géolocalisation, ça c'est pas tout à fait récent non plus avec HTML5. Nous on sait que c'est assez sensible comme information, mais vous avez remarqué le nombre de sites qui demandent de partager nos coordonnées. Au bout d'un moment, il y a des gens qui craquent, qui autorisent et ils ne veulent plus voir le pop-up. Donc ne serait-ce qu'en matraquant intensément les choses. Il y a tout ce qui est aussi exploitation de données en EXIF dans les photos, parce que maintenant tous les mobiles prennent des photos quasiment avec une position enregistrée dans la photo. Donc le fait de partager ce fichier avec les coordonnées latitude dedans, on sait exactement où la personne a pris la photo et donc où elle était. On peut exploiter ça, même en JavaScript directement, depuis un fichier JPEG. On n'a même pas besoin de le traiter côté serveur. Voilà. Et il y a tout ce qui concerne l'API File qui permet de nos jours d'interagir avec des fichiers locaux sans avoir à les traiter côté serveur. Le problème, c'est qu'on peut accéder aux données qui sont dans le fichier avant même de les recevoir, avant même que l'utilisateur ait validé le formulaire. Donc avant même qu'il ait donné son accord pour envoyer le fichier, mettons qu'il a cliqué sur le mauvais fichier, il a été présélectionné dans le champ input, et on peut déjà commencer à exploiter les choses qui sont dedans. Donc du coup, par exemple, on a exploité la faille précédente de décoder les données EXIF dans une image. Voilà. Donc ça, c'est trop tard. Il y a tout ce qui est fingerprinting. Vous avez peut-être déjà visité ce site qui vous permet de savoir si vous avez une identification navigateur qui est unique parmi d'autres. En fait, en général, on croise plein de paramètres qui sont dévoilés par le navigateur. Par exemple, l'identification du navigateur, sa version, et donc du coup les polices qui sont installées. Et en général, on arrive à tracer assez facilement les gens avec ça. Par exemple, mon empreinte à moi, en croisant tous les différents pourcentages de probabilité qu'on rencontre une autre personne qui a ces mêmes paramètres, on arrive à... alors je ne sais plus quel est le résultat.
Normalement, il donne le pourcentage de fiabilité qu'on puisse me tracer. Et la vidéo s'arrête là, et donc du coup, j'ai plus le chiffre exact. Et c'est unique parmi 326 000 empreintes déjà récoltées. 326 000 sur la population française qui surfe, c'est pas mal. On arrive c'est l'ordre d'une peut-être une trentaine de personnes. Voilà. Donc ça, c'est assez problématique parce que les navigateurs actuellement sont absolument pas protégés contre ça. Parce qu'en fait, on a besoin de ces informations pour pouvoir proposer des services à l'utilisateur. On ne peut pas avoir un navigateur entièrement anonymisé. Voilà. Très bien, donc ça c'est le principe de ce que je vous ai dit. On peut aussi utiliser Canva en générant une image avec des données influencées par le système. C'est-à-dire que c'est le principe d'un peu de génération de clés SSH aussi, où on essaie de générer aléatoirement des informations. Là, on a trouvé que générer aléatoirement une image, ça permet de trahir quel système qu'il a proposé. Voilà. Donc du coup, aller plus loin encore dans le fingerprinting. Très bien. Donc par exemple, ici, voilà, vous avez une démonstration. Ça vous fait du WebGL mixé avec du Canva en 2D. Et on peut en déduire un code unique qui est à la machine qui a créé l'image. Parce que ça va être influencé par la mémoire de la carte vidéo, par son modèle, par son type d'accélération, sa puissance. Et toujours dans le principe d'exploiter les données matérielles, il y a tout ce que dévoile votre batterie. Le profil d'utilisation de la batterie est assez significatif de qui vous êtes. Par exemple, vous partez de chez vous à une telle heure, votre batterie se décharge plus ou moins quand vous marchez, vous allez dans les transports en commun, vous utilisez votre smartphone, ça vide un petit peu, dans le métro, peut-être pas ici mais ailleurs, ça vide encore plus. Et donc on arrive à retracer comme ça une courbe de chargement et de déchargement des batteries qui font qu'on arrive au final à pouvoir tracer l'utilisateur aussi. Alors de nos jours, ça a tendance à être limité parce que l'API qui dévoile le pourcentage du chargement de la batterie a été comment dire, un petit peu randomisé. C'est-à-dire qu'en fait on vous retourne plus le pourcentage exact, mais à plus ou moins 5%, ce qui est déjà pas mal. Mais normalement, l'API était censée vous renvoyer le résultat exact du pourcentage de charge de la batterie. Donc si vous suivez un utilisateur en une page active avec lui, vous savez à peu près quel est son profil d'utilisation classique. Il y a aussi d'autres API qui sont encore plus poussées que ça. Alors je ne les connais pas trop, donc je ne vais pas forcément m'engager. Mais vous avez Web Bluetooth par exemple qui permet de savoir qu'est-ce qui est apporté. Un capteur Bluetooth apporté. Donc là aussi, si vous passez régulièrement près des mêmes objets qui émettent un signal Bluetooth, on peut savoir qui est passé par là. Ou du moins à peu près quel groupe de personnes. Il y a WebRTC qui permet aussi de voir les ordinateurs du réseau local. Donc par exemple, vous avez un site qui permet de partager des fichiers entre ordinateurs locaux. Et donc il y a plusieurs protocoles de sécurité qui sont dedans. Il y a du DTLS, du SRTP, il y a plein de choses. Mais on peut très bien intercepter aussi les données entre les personnes qui communiquent par ce moyen. Donc ça a été prouvé et je crois que ça n'a pas encore été patché. Ça en fait des choses. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est détournement. C'est-à-dire, on va exploiter les ressources de la personne. Par exemple, son réseau, sa bande passante, sa puissance de calcul, un botnet pour aller envoyer du spam ou pour miner du bitcoin. Ça, c'est de plus en plus populaire. On va pouvoir exploiter ces ressources pour exécuter du code. Par exemple, qui ici n'a jamais copié-collé un code de Stack Overflow? Voilà. Alors, vous croyez copier du code, par exemple un simple ls tout à fait standard sur Linux. On copie-colle ça dans la console, et qu'est-ce qui se passe? En fait, il y avait un code caché dedans. Parce que dans le code source de la page, en fait, il y avait tout ça. Donc, comme on sélectionne et qu'on fait un copier, le navigateur, qu'est-ce qu'il fait? Il copie-colle le texte, quoi. Il ne sait pas quelque chose de sensible dedans. Voilà, donc faites toujours un passage par un autre outil plutôt que de copier directement dans la console. On sait jamais. Bon, allez, sur Stack Overflow, on est d'accord, normalement, il y a pas de, c'est pas masqué, quoi. Le code est affiché en clair, mais sur d'autres sites, on ne sait pas. Voilà. Donc
par exemple, Tim Berners-Lee lui-même, l'inventeur du web, a dit que normalement on devrait avoir des permissions. Comme par exemple aussi accéder à la caméra, parce qu'on peut très bien injecter des données sensibles et des URL. Voilà. Même chose du côté de History API, qui permet de modifier l'historique du navigateur, l'historique récent. Donc c'est vachement pratique quand on fait de l'Ajax pour une pseudo-navigation en fait, pour passer d'une page à l'autre. Par contre, ça a été exploité il n'y a pas si longtemps que ça pour polluer en fait l'historique. Alors ils ont fait ça, je ne sais plus sur quel site, ils ont injecté 100 000 entrées dedans. Et donc ça fait extrêmement ramer le PC. La personne se dit mais tiens, qu'est-ce qui se passe? On affiche un warning, votre système a été infecté, elle y croit. Et puis on lui demande ensuite de rentrer son numéro de carte bleue pour débloquer sa version Windows, enfin des choses comme ça. Tout ça parce que le navigateur ne bloque pas en fait cette fonction push state qui permet d'injecter des choses dans l'historique. Ce qui est un petit peu dommage. Il y a tout ce qui est web storage, ça vous connaissez je pense déjà si vous faites couramment du JavaScript. Ça permet normalement de stocker quelques mégaoctets de stockage par nom de domaine. Alors en fait c'est pas tout à fait vrai parce qu'on peut aussi exploiter des sous-domaines. Du coup vous avez une démonstration si vous allez sur fielddisk.com. Et tranquillement, ça vous remplit votre disque dur avec plein de choses. Voilà. Et ça marche très bien. Hein. C'est plus efficace que de télécharger de la RAM. Ouais. Ça va vite. Hein. Voilà. Ça, c'est un test que j'ai fait là. Ça a été capturé en direct. Là, 1 gigaoctet en quelques instants. Et au bout d'un moment, ça fait planter Chrome. Voilà. Et alors ça c'est avec Web Storage, mais avec Indexed Database, IndexedDB, qui est donc une API un peu plus évoluée avec vraiment une base de données réelle, ça va encore plus vite. Parce que voilà, on n'a pas besoin d'écrire du fichier, on peut générer aléatoirement des chaînes de texte. Et quel est le risque avec ce genre d'attaque? Parce qu'on voit que Chrome plante. Ouais. Alors je vois bien qu'il y a le risque de faire une attaque comme on l'a vu avant avec Windows, le faux message appelé machin, donnez-nous votre carte bleue. Mais dans le cas où ça fait planter le navigateur, quel est le... Tout dépend de la protection du navigateur. En général, quand il plante, c'est qu'il y a eu quelque part une erreur dans la mémoire et on pourrait éventuellement injecter les choses dedans ou alors avoir accès à ça. En général, c'est ça ce qui se passe. C'est très difficile à exploiter, mais ça a déjà été exploité dans certains cas. Peut-être pas avec cette faille, mais en général, un programme qui plante, c'est jamais une bonne nouvelle. C'est-à-dire que quelque part, il a rendu l'âme sur un truc et les protections aussi. Donc ça permettrait d'injecter un exécutable. Voilà. Vous avez Evercookie. Evercookie, c'est un cookie qui se recrée une fois que vous le détruisez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste un cookie standard qu'on vide dans le navigateur, il se crée à environ 10 ou 15 emplacements de stockage différents. Parce qu'il n'y a pas que les cookies standards, vous avez Web Storage, Indexed Database, les cookies Flash, les cookies Silverlight, vous n'avez plus ça, c'est bien. Il y a plein d'emplacements différents qu'il peut exploiter et détourner. Et donc il suffit qu'un seul d'entre eux ne soit pas effacé pour qu'il se recrée lui-même. Un peu comme un virus finalement. Ouais. C'est légal. C'est une démonstration technique. Alors après, est-ce que c'est légal? Ça dépend dans quel pays, je pense aussi. Facebook est super fan de ça. En général, c'est pour ça qu'ils avaient été condamnés aussi. C'est qu'en fait, ils effaçaient pas réellement les cookies des gens. Je pense pas que ce soit légal en France en tout cas. Mais voilà, donc vous pouvez aller sur ce site-là, ça fonctionne assez bien. Et c'est pour ça que maintenant, dans les réglages du navigateur, il y a de plus en plus de cases à cocher pour effacer les données des sites, les préférences utilisateurs. Enfin, et on ne sait pas réellement qu'est-ce que ça efface. Est-ce que ça n'oublie rien? On n'est pas sûr. Il y a la capture média, donc qui est une API qui est de plus en plus utilisée maintenant. C'est vachement pratique de pouvoir prendre une photo, une vidéo. Et du coup, si l'utilisateur active ça sans forcément faire attention, éventuellement on peut le reconnaître, on peut reconnaître sa voix ou d'autres éléments. On peut faire de l'eye tracking. Il y a une petite librairie JavaScript qui permet de faire ça, qui permet de reconnaître, de faire de la reconnaissance de forme aussi. Et en JavaScript, ça fonctionne assez bien.
Voilà, alors, du coup, par exemple, je trouve que le terme qui est affiché par défaut, qui est partagé, c'est pas forcément très parlant. Enfin, ça mériterait d'être plus précis. Partager, ça veut dire partager avec qui, finalement, les données. En fait, il faudrait dire les personnes en charge du site vont pouvoir vous voir et vous écouter. Ce serait beaucoup plus significatif qu'un texte un petit peu neutre comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, si vous regardez comment le pape utilise sa tablette, il y a un petit sticker dessus. Et c'est pas le seul d'ailleurs, il y a aussi le fameux Mark Zuckerberg. Voilà, parce qu'on sait très bien que il y a assez peu de programmes qui sont inviolables et donc il suffit d'un seul pour que on puisse aller vous espionner. Voilà, donc le morceau de scotch, ça reste ultra fiable. Voilà, et ensuite tout ce qui est le cas des Amazon Echo et Google Home qui écoutent et qui commandent des choses quand vous leur ordonnez. Donc par exemple, il y a une histoire, en 2017, il y a eu plein de Amazon, de Alexa qui ont commandé des produits parce que la télévision, il y a une publicité qui passait et qui disait commandez mon truc, et ensuite ils ont compris d'accord, oui, j'ai commandé le produit parce qu'ils ont intercepté le son de la télévision. C'est pas vraiment une faille de sécurité ça, mais enfin si en soi, parce que du coup ça fait baisser le compte en banque, mais voilà, c'est un petit peu délicat aussi. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas de solution pour toutes les failles. C'est un petit peu délicat parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont exploitables en même temps et pour lesquelles on n'est pas forcément protégé. Alors par exemple, on pourrait mettre des avertissements partout. C'est-à-dire en fait mettre des gros flashs en rouge, attention, ce que vous allez faire c'est très dangereux. Du coup, ce serait pas forcément très sécurisant de naviguer sur le web. Ça ferait peut-être fuir des gens. Et puis au bout d'un moment, peut-être que les gens, ils auraient quand même des trucs parce qu'ils ont quand même envie de surfer tranquillement. Voilà. Et ce genre de choses, par exemple, aussi, pour nous, c'est très intéressant. Mais aussi pour un utilisateur lambda, par exemple, je sais pas, vos parents ou grands-parents, en fait, ils ne savent absolument pas qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de truc. Quand il y a une génération qui a été formée à l'usage du web, enfin je dis parents et grands-parents, mais peut-être que les jeunes qui commencent à utiliser le web aujourd'hui, ils font pas forcément plus attention à ça. Donc comme nous on est dedans, ça va, on maîtrise la situation, mais ceux qui sont un petit peu en dehors du métier, c'est un petit peu difficile. Voilà, et en plus il y a des différences d'appréciation entre navigateurs. Il y en a certains qui vont bloquer des choses qui sont beaucoup plus précautionneux. Par exemple Firefox pour la capture vidéo, et puis d'autres vont considérer que une fois que vous avez accepté pour un site, ils ne vont plus vous reposer la question. C'est un petit peu dommage. Voilà. Parce que c'est par domaine et pas par session de navigation. On peut aussi désactiver des fonctionnalités à la main, tout simplement. Par exemple l'autofill. L'autofill, je vous encourage à le désactiver. C'est un petit peu... c'est assez simple à faire. Ou alors il y a la solution bombe nucléaire, c'est on retire l'API. Une API qui est beaucoup trop bavarde, par exemple Battery API. Et donc il y a certains navigateurs qui ont choisi de retourner des résultats approximatifs, et d'autres qui ont carrément décidé on la désactive complètement parce que c'est beaucoup trop sensible. Voilà. Donc ça c'est des choses qui malheureusement auraient pu être réfléchies avant que la spécification soit terminée. Donc maintenant la spécification dit en clair le user agent, donc le navigateur, ne doit pas exposer clairement des résultats de haute précision de la batterie. Voilà. Pour le fingerprinting, là aussi les navigateurs pourraient renvoyer des données un petit peu aléatoires, ne pas être aussi précis, être un peu plus limité. Par exemple, pour getComputerStyle, ça renvoie des valeurs qui indiquent que le navigateur n'a jamais visité la page, dans la plupart des cas de figure. Et donc il ment en fait. Donc du coup, il faudrait pouvoir faire mentir les navigateurs de manière régulière ou aléatoire pour ne pas divulguer toujours la même identité. Normalement, c'est techniquement possible. On prend parmi un jeu de résultats et puis on ne renvoie pas toujours la même information. Il y a la notion d'origine aussi qui est assez souvent utilisée. Je ne sais pas si ça vous parle, vous l'avez déjà utilisé peut-être pour certaines API.
C'est constitué par le protocole HTTP, HTTPS, le domaine et le port qui est utilisé. Et donc si l'un des trois change, ça veut dire qu'on est probablement plus sur le même site, plus la même origine. Donc ça en général, il ne faut surtout pas le mettre de côté, parce qu'on peut très vite passer à côté et créer un script qui est un peu, un peu délicat. Et donc par exemple, quand on fait du cross-domaine avec JSON, il faut bien penser à vérifier l'origine. Voilà. Et toujours dans cette notion d'origine, vous avez CORS qui permet de définir au niveau du serveur en général quels domaines sont autorisés à exploiter les données cross-domaine, entre différents noms de domaines. Donc ça c'est très pratique parce que de nos jours on a très souvent besoin d'échanger des informations entre différents domaines qui sont soit les nôtres, soit d'autres personnes. Et donc en général on a besoin d'activer des choses. Donc par exemple, ça peut se renvoyer avec un en-tête HTTP. Alors l'idéal, bien sûr, c'est de pouvoir donner un nom de domaine précis, donc une origine précise. Si on fait ça, c'est pratique, mais ça ouvre la porte à tout le monde. Du coup. Et donc attention, quand vous trouvez des tutoriels là-dessus, précisez bien votre domaine à vous et pas juste le caractère joker. Aussi pour Canva, on peut... donc Canva, c'est une zone de dessin en 2D 3D. Je pense que vous avez entendu parler. Et quand on charge une image à distance dedans, on peut aller charger une image sur un autre domaine, une autre origine. Il est marqué comme non clean. C'est-à-dire qu'en fait, il a été un peu sali par des données qui peuvent provenir d'ailleurs. Et donc ça, c'est une protection qui permet justement de ne pas faire du cross-site captcha pawner. C'est-à-dire en fait décoder des captchas qui ont été générés sur d'autres domaines avec la reconnaissance de caractères en JavaScript, et du coup exploiter la puissance de calcul de plein de victimes pour pouvoir aller créer des comptes qui sont derrière des captchas. C'est extrêmement tordu comme façon de faire, mais c'est exploité par des hackers qui veulent faire du spam par exemple. Donc ça c'est bien, ça a été rajouté bien après la création de Canva, parce qu'on s'est rendu compte que c'était une faille potentielle. Voilà. Donc ici par exemple, on a Canva, on essaie de donner une URL distante, et le Canva est marqué comme impur. Voilà. Donc le navigateur, une fois qu'on va essayer d'exploiter les données de l'image avec un getImageData, pour ceux qui connaissent Canva, il va vous renvoyer un message d'erreur au lieu de vous renvoyer les pixels de l'image. Une protection du navigateur pour le coup. Très bien. Ne vous inquiétez pas, on va arriver à la fin. On a le web messaging qui permet de vérifier qui permet d'envoyer des messages entre les frames, on va dire, entre les différentes pages, les différents onglets de l'application web. Et donc par défaut, ça a été prévu pour fonctionner sans vérification. C'est-à-dire que vous pouvez très bien recevoir un message, mais il peut très bien provenir d'un autre site. Et c'est un petit peu dommage là aussi, parce qu'ils auraient pu dire par défaut on bloque tout et on n'autorise que certains domaines, que certaines origines. Donc là, on peut très bien s'en servir sans connaissance de cause, d'une mauvaise manière. Alors qu'en général, on est toujours obligé de vérifier l'origine du message. Voilà. Donc il y a une propriété origine qui permet de vérifier ça. Côté cookie, vous pouvez envoyer une instruction sécu lorsqu'ils sont créés par cette cookie. C'est-à-dire qu'on ne va pas les divulguer lorsque la page va être constituée en HTTP classique. Parce que par défaut, c'est le cas. Donc les cookies créés en HTTPS ne seront pas divulgués en HTTP. Bon, ça c'est plutôt annexe parce qu'en général, on sait qu'en HTTPS, on force maintenant la navigation, on ne permet plus les deux, moralement. Voilà. Et c'est pas très compliqué à faire finalement, on rajoute juste un mot-clé secure dans l'entête qui est renvoyé. Avec HTTPS, du coup, ce qui est bien, c'est que ça devient nécessaire pour les API qui sont sensibles. Avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, de plus en plus de choses telles que la géolocalisation ne fonctionnent plus qu'en HTTPS. Donc ça, c'est bien. Tout ce qui est Progressive Web Apps, donc tout ce qui est vraiment qui potentiellement peut aller accéder au matériel ou aux données de l'utilisateur, c'est de HTTPS. Et normalement, toutes les nouvelles API qui vont être rajoutées par la suite, et même certaines choses en CSS, ne seront plus accessibles qu'avec du HTTPS. C'est Firefox qui l'a annoncé et Chrome, je crois, est en train de suivre le pas.
Je parle pas trop de Microsoft, mais... Non, mais ils ont fait du bon boulot depuis, hein, mais voilà. Côté sécurité, il y a encore une petite marge. Voilà. Et il y a quand même un gros défaut avec HTTPS, c'est que ça ne veut pas du tout dire que votre connexion est identifiée et que l'identité du site est certaine. HTTPS, ça veut juste dire que la machine en face dispose d'un certificat HTTPS et qu'elle communique avec vous de manière chiffrée, mais vous ne pouvez pas savoir que la machine en face, à la première visite, on va dire, est réellement celle que vous attendez. Pour ceci, il y a une différence entre... Il y a différents types de certificats qui existent. Et donc, il y a les certificats avec EV, External Validation, qui permettent d'afficher l'identité du site. Mais même pour ça, il faut être un utilisateur expérimenté pour faire la différence. Sinon, vous pouvez juste vous dire, tiens, c'est sécurité, il y a un cadenas, c'est bon, je peux rentrer mes identifiants, tout va bien. Alors qu'en fait, on ne sait pas où on envoie nos informations. Pour HTTPS, il y a aussi quelque chose qui est pas mal, qui est HSTS, qui permet d'obliger toute visite ultérieure du site en HTTPS. Donc si par exemple votre site se fait hacker, ou votre nom de domaine se fait détourner vers un autre serveur, l'utilisateur ne pourra pas y accéder. Parce qu'on lui aura dit, à partir de la première visite, maintenant tu sais que ce site il est forcément HTTPS avec ce certificat, si ça change, c'est plus le bon. Et donc il y a une liste qui existe comme ça, une liste qui s'appelle le HSTS Preload, qui permet de savoir par avance dans tous les navigateurs que tel ou tel site est forcément HTTPS. Par exemple Facebook, il est sur la liste HSTS. Donc n'importe quel utilisateur de nos jours qui va aller sur Facebook ne pourra pas tomber sur un site Facebook en HTTP qui aurait potentiellement été détourné. Parce qu'on sait à quoi s'attendre. Donc vous pouvez vous inscrire sur cette liste, c'est hstspreload.org, si vous êtes sûr que votre site est toujours joignable de la même façon HTTPS. Voilà. Et il y a les CSP, Content Security Policy, qui permettent de savoir tout ce qui est autorisé. C'est-à-dire que par défaut, normalement, on permet tout. C'est le comportement historique du web. Malheureusement, c'est comme ça parce qu'à l'époque, on ne pensait pas autant à la sécurité que maintenant. Enfin, pas de la même manière. Donc, par exemple, quand vous dites que vous allez charger un fichier JavaScript sur un autre nom de domaine, vous pouvez le faire. Rien ne vous empêche de le faire. C'est le principe d'un CDN, par exemple. Pour n'importe quelle librairie JavaScript, ça marche. Et donc, avec CSP, on va pouvoir définir qu'est-ce qu'on va autoriser et à partir de quelle origine ça va venir pour éviter d'avoir des injections de code qui provenaient de notre domaine. Donc, les CSP, c'est renvoyé dans les entêtes HTTP. Et c'est particulièrement conseillé quand vous avez des sites où les gens peuvent faire des contributions. Par exemple un forum ou des articles qui peuvent être rédigés par d'autres personnes ou dans lesquels ils peuvent intentionnellement ou pas du tout injecter du code à leur insu. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent exister, il y a plusieurs entêtes HTTP qui existent. Voilà. Il y a le Referrer Policy qui permet de savoir, de moduler la quantité d'informations qu'on dévoile par le HTTP Referrer. Ça c'est pratique. Alors il y a plein de notions qui existent. Donc le no-referrer, c'est on ne dévoile rien du tout. Et ensuite il y en a certaines qui permettent de dire si c'est la même origine, alors tu partages la chaîne d'URL complète. Parce qu'on sait qu'on est sur le même domaine. Si par contre on change de domaine, on dit juste qu'on provient de google.com, mais on ne sait pas de quelle page exactement. Par exemple. Donc ça se met en place d'une manière assez simple. Finalement c'est un entête HTTP, donc voilà, on le balance sur tout le site. Et il y a tout ce qui est iframe et sandbox. C'est un attribut qu'on peut rajouter sur les iframes pour pouvoir dire qu'est-ce qui est permis ou pas dedans. Donc par exemple, il ne faut surtout pas faire ça. En fait, ça revient sur le comportement par défaut de l'iframe, c'est de tout autoriser. On autorise les scripts et la same origin, c'est-à-dire en fait, ça permet en fait à l'iframe de supprimer elle-même sa sandbox. Du coup, c'est auto-explosif. Voilà. Il y a Subresource Integrity, c'est le SRI. Ça permet de donner un hash aux fichiers de ressources sensibles. Alors normalement, si vous avez exploité des fichiers JavaScript sur des CNN récents, normalement, il vous donne toujours maintenant cet identifiant. Il y a toujours le hash qui est dedans, donc ça c'est bien. Alors comment ça fonctionne? Ça veut dire que si jamais le fichier
qu'on reçoit ne correspondent pas au hash qui a été calculé, c'est-à-dire que probablement il a été falsifié, modifié, même à 1 octet près par quelqu'un, et donc le navigateur refuse de l'interpréter. Donc ça c'est bien, et c'est justement pour pallier à tout ce qui est faille de sécurité côté CDN potentiel. Parce que vous imaginez, les CDN de nos jours, c'est utilisé par des millions de personnes. Pareil pour le nonce, je ne sais pas trop quelle est la prononciation, nonce. C'est une clé qui est utilisée une seule fois. En fait, on va la générer côté serveur et on va la communiquer dans un attribut nonce dans la balise de script. Et donc en combinaison avec un CSP, on va pouvoir dire tiens, tu peux autoriser ce script parce qu'il correspond à ce nonce qui a été calculé à ce moment-là. Voilà, ça c'est pratique quand on a du code JavaScript inline. Hein. C'est avec des bases de script SRC avec un fichier, c'est différent encore. Ce qu'on peut aussi faire comme piste, c'est prévoir des API qui sont dédiés au paiement. Actuellement, il y a Payment Request API qui est développé. Le but c'est de standardiser une méthode de paiement, ce qui est bien parce que l'utilisateur est habitué à avoir une interface standard. Donc dès qu'il y a quelque chose de louche, on peut plus facilement l'identifier. Donc ça c'est bien. J'ai pas de capture d'écran de à quoi ça peut ressembler, mais c'est soutenu par la majorité des navigateurs. Il y a juste Apple qui fait bande à part comme d'habitude parce qu'ils ont leur système à eux, c'est Apple Pay. Voilà. Mais bon, tous les autres sont d'accord. Il y a une autre piste qui peut exister, c'est ne plus utiliser de mot de passe du tout. Alors il y a un projet qui existe comme ça, mais c'est encore très très peu utilisé, malheureusement. Après il y a tout ce qui est two-factor identification, le 2 facteurs, etc. Ça c'est encore un projet avec un niveau au-dessus. Donc il y a un score de confiance qui est calculé et qui permet de savoir aussi à une application si elle doit se méfier ou pas. Par exemple une application bancaire. Et donc il y a un algorithme pour ça qui est assez complexe qui permet de savoir, voilà, selon l'utilisation du téléphone, le profil utilisateur, est-ce que c'est bien lui voilà. Ça fait pas mal de choses. Voilà. Donc on arrive à notre conclusion. Je vais laisser vite hein, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Après je vais vous demander votre avis, peut-être si vous avez un avis. Et pour moi, la sécurité, ça doit faire partie d'un projet assez tôt. C'est-à-dire que dès qu'on sait qu'on va utiliser des choses un petit peu sensibles par la suite, dès qu'il va y avoir des utilisateurs qui vont être en cause avec leurs informations privées, il faut pouvoir en parler assez tôt à ses interlocuteurs, à ses clients, ou même en interne. La difficulté, c'est qu'il n'y a encore pas d'outils automatisés pour superviser tout ça. Parce que vous avez vu, il y a plein d'API différentes, donc c'est très difficile de pouvoir identifier le code qui va pouvoir être sensible. Donc il y a déjà des progrès qui sont faits avec les linters habituels qui vous permettent d'afficher des warnings quant au code, mais il n'y a pas grand chose qui va vous dire tiens, ça peut être quelque chose qui va être sensible, il faut le faire autrement, malheureusement. Mais peut-être que, je sais pas, Babel pourrait le faire un jour, peut-être qu'il y a quelque chose qui existe, je ne sais pas. Donc c'est vraiment un travail humain et donc ça prend du temps. Il y a des checklists qu'on peut contrôler comme ça, qui existent, mais ça prend là aussi du temps parce que c'est toujours un travail humain et donc ça prend du temps, de l'argent et très souvent les gens ils n'ont pas forcément mis les deux et donc on laisse passer des choses. Voilà. Très bien. Donc pensez-y, ça tient des fois vraiment à très peu de choses, à une en-tête HTTP, à un petit attribut HTML et donc voilà, pensez-y. Voilà. Merci.